Les données, elles sont partout, dans nos ordinateurs, dans nos téléphones, dans nos cartes bancaires, dans nos cartes de transport et bien plus encore. À quoi servent-elles et comment sont-elles utilisées? C'est ce que je vous propose de voir dans cette vidéo. Depuis quelques années, vous avez sûrement entendu parler à plusieurs reprises de la notion de Big Data, et vous vous demandez peut-être, qu'est-ce que c'est? Alors qu'est-ce que le Big Data? Grossièrement, c'est l'ensemble des données émises un peu par tout le monde. Vos emails, vos SMS, les pages web que vous consultez, les données de votre carte bancaire, votre GPS, ou encore vos données de cloud, bref, c'est un peu toutes vos données. On peut résumer ça à 4 V. Pour le volume, c'est-à-dire la taille, la variété, c'est-à-dire la forme des données, la vélocité, pour dire la vitesse de création et d'analyse, et la véracité de ces données. Le concept de Big Data paraît nouveau car on n'en parle vraiment que depuis quelques années, mais en réalité cette notion existe depuis 1997. IBM estime que 2,5 trillions d'octets de données sont générés chaque jour. C'est colossal. Et dans un monde de plus en plus connecté, ce volume est appelé à augmenter encore considérablement dans les années à venir. Selon le cabinet d'audit et d'expertise comptable PricewaterhouseCoopers, ce marché pèsera 53,4 milliards de dollars en 2017. Et ça sera sûrement beaucoup plus dans les années suivantes. Alors qui utilise toutes ces données? La réponse qui vient le plus souvent à l'esprit, c'est les géants du web et des télécoms. Quand on pense à Big Data, on pense d'abord à des entreprises comme Google, Amazon, Facebook ou encore Microsoft. Alors oui, ces grandes firmes américaines sont des pionniers et des poids lourds du Big Data, tout le monde le sait. Vos recherches Google, les publications que vous aimez sur Facebook, vos achats sur Amazon et les informations récoltées par votre smartphone, tout cela représente énormément d'informations sur vous. Toutes ces informations ont une valeur marchande importante pour ces géants du web, mais ils sont loin d'être les seuls à intéresser, comme on va le voir dans le reste de cette vidéo. Ces données présentent aussi un intérêt considérable pour le secteur du marketing. Comme vous le savez sûrement, le business model de Google et de Facebook est en grande partie basé sur la pub, et c'est aussi le cas de nombreux sites internet. En gros, plus vous voyez de pub, plus ça leur rapporte. Les données présentent un intérêt très important pour mieux orienter les publicités vers le consommateur. Comment ça marche? Les informations récoltées par les différents sites que vous fréquentez permettent de connaître plus ou moins vos intérêts. Cela représente une mine d'informations pour le secteur du marketing et pour le secteur commercial. En effet, mieux connaître les goûts des clients, cela permet de proposer un marketing personnalisé en fonction de leurs intérêts. Et donc ça augmente les chances de vendre quelque chose. Si vous avez acheté récemment des films en Blu-ray sur Amazon, le site va vous proposer d'autres suggestions de films. Si vous avez regardé des vidéos musicales sur YouTube, le site va vous suggérer d'autres vidéos en rapport avec les mêmes genres musicaux. Les algorithmes s'adaptent donc aux utilisateurs pour proposer un marketing plus ciblé et plus personnalisé. Réseaux sociaux. Facebook, Twitter, Google+, Instagram, Pinterest ou encore LinkedIn. En Europe et en Amérique du Nord, avoir un compte sur au moins l'un de ces réseaux sociaux est devenu la norme. Ces services sont en apparence gratuits, mais pas tellement que ça. Intéressons-nous au plus populaire d'entre eux, Facebook. Comment Facebook gagne-t-il de l'argent? Principalement grâce aux pubs et aux commissions sur les jeux et applications proposées sur son réseau social. Et même quand ces applications sont en apparence gratuites, il est fréquent que certaines d'entre elles demandent à avoir accès à votre profil pour pouvoir être utilisées. Plus il y a d'utilisateurs, plus ça rapporte d'argent à Facebook. En 2016, un utilisateur rapporte en moyenne 15,98 $, contre seulement 5,32 $ en 2012. Les réseaux sociaux, c'est gratuit, mais seulement en apparence. Assurance et mutuelle. Les données intéressent de plus en plus les grandes compagnies d'assurance. En effet, il leur arrive souvent d'être prudentes quand il s'agit d'assurer certains clients. Il est souvent fréquent que des assureurs refusent par exemple d'assurer un véhicule. Pour une compagnie d'assurance, avoir davantage d'informations sur ses clients, ça lui permet d'orienter plus facilement ses choix. Voyons quelques exemples. L'assureur AXA s'est associé au fabricant d'objets connectés Withings pour proposer des bracelets connectés à certains assurés. Ces bracelets peuvent recueillir plusieurs informations, nombre de pas, distance parcourue ou encore le nombre de calories brûlées. Les assurés qui marchent beaucoup chaque jour et qui font de l'activité physique régulièrement peuvent se voir proposer un avantage tarifaire, par exemple une réduction sur le montant de leur assurance. D'autres compagnies ont elles aussi flairé le filon. Allianz s'est associé au fabricant de GPS TomTom pour proposer un boîtier capable d'analyser votre style de conduite.
Les informations récoltées permettent à l'assureur d'offrir des tarifs avantageux pour les assurés considérés comme de bons conducteurs, par exemple jusqu'à 30% de réduction sur le prix de l'assurance auto. Cette carotte financière peut inciter de nombreux assurés à franchir le pas pour payer moins cher. Et cela peut être suffisamment attractif pour modifier le comportement des conducteurs en les incitant à être plus prudents sur la route. Mais cette collecte de données personnelles inquiète l'autorité chargée de veiller à la protection des données personnelles, la CNIL, la Commission nationale informatique et liberté. Dans une interview accordée à Arte, un membre de la CNIL, Olivier Desbiais, a déclaré que fournir ces données automesurées à une assurance est comparable à ouvrir une boîte de Pandore. Il y a évidemment de nombreuses personnes qui sont prêtes à se laisser tracer par leur assurance ou leur mutuelle pour payer moins cher. Et il y a évidemment un risque de discrimination tarifaire entre les clients qui sont prêts à se laisser tracer et ceux qui ne le sont pas. Recherche médicale. Dans le milieu médical, les données présentent un intérêt certain, par exemple dans le domaine de la recherche en cancérologie. Comme vous le savez sûrement, un cancer ça peut avoir des causes très diverses comme la pollution, le tabagisme, une mauvaise alimentation, les ultraviolets, bref un peu tout et n'importe quoi au quotidien. Le corps humain, c'est une machine très complexe. Pour comprendre comment et pourquoi une tumeur se développe, il faut étudier de très nombreux paramètres, explorer de nombreuses hypothèses et les vérifier par l'expérience quand c'est possible. Mais tout cela a un coût et prend du temps, beaucoup de temps. Et le temps, c'est de l'argent. C'est là que les serveurs et les supercalculateurs interviennent pour apporter leur puissance de calcul et la mettre au service de la recherche. Par exemple, plusieurs instituts se sont dotés du supercalculateur Watson d'IBM. Cet outil permet un gain de temps très conséquent. Watson peut par exemple comparer les données médicales d'un patient atteint d'une maladie avec les données d'autres patients présentant des symptômes similaires ou ceux de patients en parfaite santé. Watson peut comparer les dossiers de milliers et de milliers de patients en quelques heures alors qu'il faudrait des mois voire des années aux médecins pour pouvoir ne serait-ce que les lire. Autant vous dire que pendant ce temps-là, l'état de santé de certains patients peut se dégrader très fortement. Encore une fois, on voit que le gain de temps est énorme. L'utilisation de supercalculateurs en recherche médicale est donc naturellement appelée à s'intensifier dans les prochaines années. L'intérêt économique est donc très important, ce qui entraîne déjà une compétition entre les géants de l'informatique sur ce secteur. IBM a très récemment déboursé 2,6 milliards de dollars pour acquérir l'entreprise Truven Health Analytics, une entreprise spécialisée dans les données médicales. Google et Amazon Web Services proposent eux aussi depuis plusieurs années leurs services au secteur de la recherche thérapeutique. La concurrence s'annonce donc rude pour dominer ce marché. Si de nombreuses firmes se livrent une féroce concurrence pour séquencer votre ADN à des prix toujours plus compétitifs, d'autres se battent sur le marché du cloud pour stocker et analyser les informations récoltées. Dans le tas, on retrouve sans surprise Amazon Web Services et Google Cloud avec son API Genomics. Leurs services de stockage en ligne sont utilisés par des firmes comme DNA Nexus et d'autres compagnies citées précédemment, mais aussi par des organismes publics comme le National Cancer Institute aux États-Unis. Séquençage ADN. La recherche en génétique, c'est très long. Pouvoir analyser beaucoup de données très rapidement, c'est un gain de temps énorme, et le temps, c'est de l'argent. Le premier séquençage ADN avait duré de 1990 à 2003 pour un coût total de 3 milliards de dollars. Les progrès de l'informatique, les nouvelles techniques de séquençage et le big data ont permis d'accélérer considérablement le processus, faisant en même temps chuter les coûts de manière vertigineuse. Aujourd'hui, un individu peut se faire séquencer en quelques jours pour 1000 $, voire moins. Le marché du séquençage ADN pourrait donc devenir très juteux dans les prochaines années. De nombreuses entreprises spécialisées dans les biotechnologies se sont déjà positionnées. Elles s'appellent Curoverse, Calico, Q Genomics, Illumina, Seven Bridges Genomics, Complete Genomics ou encore 23andMe. Leur point commun ? Elles misent toutes sur le big data et l'analyse des données pour faire baisser les coûts et proposer des tarifs de plus en plus abordables avec l'objectif d'attirer de plus en plus de clients. S'il y a un marché pour le stockage des données médicales, il y a aussi un marché pour leur analyse. Pas de big data sans big computing. Sur ce terrain, on trouve des poids lourds de la conception de composants informatiques pour proposer des solutions de calcul et de modélisation de plus en plus rapides. Quelques exemples. Intel s'est associé avec le Knight Cancer Institute de l'Oregon Health and Science University pour travailler sur des analyses génétiques et concevoir des traitements ciblés. En avril 2016, le Massachusetts General Hospital de Boston a fait appel à Nvidia et à son supercalculateur DGX1 conçu pour l'utilisation de l'intelligence artificielle et du deep learning. Les médecins et les ingénieurs travaillent avec l'IA afin d'améliorer la détection, le diagnostic et le traitement des maladies, par exemple en comparant les examens et l'historique médical d'un patient avec les bases de données. Et il y a de quoi faire. Rien que pour l'imagerie, l'hôpital dispose d'une base de données de plus de 10 milliards d'images.
Détecter et diagnostiquer plus rapidement les maladies, c'est bien. Les anticiper pour pouvoir les éviter, c'est mieux. Des chercheurs de Sutter Health et de Georgia Tech ont montré qu'ils étaient capables de prévoir une défaillance cardiaque jusqu'à 9 mois avant les médecins en analysant les dossiers de plus de 265 000 patients. Cela a été rendu possible par l'utilisation de GPU Tesla et d'algorithmes performants. Et oui, il faut une puissance de calcul importante pour pouvoir analyser rapidement autant d'informations. Début 2017, une équipe de Stanford a expliqué dans la revue Nature comment une IA a pu apprendre à détecter les cancers de la peau en comparant 129 450 images médicales. L'IA a même obtenu un taux d'efficacité plus important que celui des médecins. Avec le gain de temps et d'efficacité apporté par le Big Data et l'IA, il est certain que les métiers de la santé vont évoluer de manière plus ou moins importante dans les prochaines années. Le Big Data est de plus en plus important dans le secteur de la recherche, mais le secteur le plus parlant pour le grand public, c'est probablement celui du divertissement. Par exemple, quand vous regardez plusieurs vidéos sur YouTube, les algorithmes du site vont ensuite vous proposer d'autres vidéos sur des sujets similaires en général. C'est encore plus flagrant quand vous êtes connecté avec votre compte Google. Quand vous regardez des vidéos, cela permet à Google Analytics de vous suggérer d'autres vidéos capables de vous plaire. Et cela permet aussi aux pubs d'être un peu plus ciblées pour être un peu plus efficaces. Comme les algorithmes vous suggèrent des vidéos susceptibles de vous plaire, vous allez avoir tendance à regarder davantage de vidéos. Plus vous regardez de vidéos, plus vous visionnez de pubs et plus ça rapporte. Bien évidemment, ça existe aussi sur un tas d'autres sites, ce n'est pas spécifique à YouTube. On peut aussi parler des services de vidéo payants. Avec la démocratisation d'Internet et surtout des connexions haut débit et très haut débit, on a pu observer l'apparition et le développement de services de vidéo à la demande, avec ou sans abonnement. Mais il y en a un qui a su se démarquer particulièrement. Il s'agit de Netflix. Contrairement à beaucoup de ses concurrents, Netflix ne s'est pas contenté d'être un distributeur, mais s'est aussi positionné en tant que producteur. Et ça a marché. Parmi les séries à succès de ces dernières années, on trouve des séries originales Netflix comme House of Cards, Orange is the New Black, Narcos, Stranger Things, Luke Cage ou encore Sense8. Le fait d'être à la fois producteur et distributeur de séries a permis à Netflix d'attirer énormément de nouveaux utilisateurs qui ne se seraient pas forcément abonnés à un service de VOD concurrent. Mais avoir des séries originales de qualité, ça ne suffit pas. Toutes les séries n'ont pas le même budget ni la même qualité de casting, et même chez Netflix, certaines séries font un flop. Éviter les flops, c'est justement ce qui pousse l'entreprise à analyser les données du service pour faire des prévisions pour les nouvelles productions. Nombre de vues sur chaque contenu, données démographiques, comme par exemple la consommation de séries par pays, par région, par tranche d'âge ou par catégorie socio-professionnelle, les statistiques du trafic, ou encore les revenus générés par usager par pays ou par type de contenu, c'est utile. Netflix utilise toutes ces informations pour savoir ce qui plaît aux utilisateurs et quels types de contenus sont les plus susceptibles de plaire et d'attirer de nouveaux abonnés. Ça fonctionne très bien avec la majorité des séries du groupe. Jeux vidéo. Et les jeux vidéo dans tout ça? Si vous jouez sur PC depuis longtemps, vous avez sûrement observé la progression du marché dématérialisé, notamment grâce à des plateformes comme Steam ou Origin. Du côté des consoles, les disques Blu-ray restent très utilisés sur PlayStation 4 et Xbox One, mais cela n'empêche pas le dématérialisé de progresser aussi. On peut ajouter à cela que de plus en plus de joueurs jouent en ligne. Si jouer en ligne est depuis longtemps une habitude pour les joueurs PC, le phénomène est beaucoup plus récent sur console. Le jeu en ligne ne s'est vraiment démocratisé qu'avec la Xbox 360 et la PlayStation 3. Jouer en ligne est une pratique populaire chez les joueurs et les éditeurs auraient tort de ne pas en profiter. Quand vous utilisez des services tels que le Xbox Live, le PlayStation Network, Steam ou Origin, les entreprises qui les possèdent savent à quoi vous jouez, quand vous jouez et combien de temps vous jouez. Idéal pour vous proposer préférentiellement certains nouveaux titres plutôt que d'autres. Pendant que vous jouez aux jeux vidéo, les éditeurs de jeux jouent avec les données. Dans le secteur manufacturier, l'analyse des données peut permettre de produire plus efficacement. Par exemple, pour mieux anticiper la demande sur chaque période de l'année, éviter de se retrouver avec des commandes en retard ou bien des stocks trop importants. Cette analyse des données s'applique aussi aux outils de production. Une machine en panne, c'est souvent synonyme d'une production moins efficace, surtout pour les petites entreprises. Entretenir plus efficacement les machines de production, ça peut éviter des problèmes et diminuer les coûts de réparation. En regardant les statistiques des pannes, on peut savoir à quel moment une machine devra être révisée avant de tomber en panne. Cela permet d'éviter des problèmes et de faire des économies. Grâce au Big Data, les coûts de fonctionnement d'une usine peuvent être diminués pour augmenter les rendements, réduire les coûts de maintenance, optimiser les coûts de production et améliorer la rentabilité de l'entreprise.
L'usage du big data dans l'industrie est donc amené à se développer très fortement dans les années à venir. L'usine du futur, c'est la Smart Factory, on pourrait traduire en français par usine intelligente. L'usine du futur, c'est une usine connectée et à la pointe de la technologie. Et cela, les Allemands l'ont bien compris. En 2010, le gouvernement fédéral allemand a lancé le programme Industrie 4.0 avec le soutien de nombreux industriels. Le Royaume-Uni a suivi en 2011 avec le programme High Value Manufacturing Catapult. En 2012, l'Italie a lancé le programme Fabbrica del Futuro. En septembre 2013, la France a enfin emboîté le pas à ses voisins européens avec le plan Usine du futur, plan s'inscrivant dans le programme Nouvelle France industrielle et ses 34 plans pour redresser l'industrie française. Mais 34 plans, ça fait beaucoup, vous me direz. En mai 2015, le ministère de l'économie a donc décidé de remplacer ces 34 plans par 10 solutions. Il serait temps que la France rattrape son retard car les Allemands ont déjà plusieurs années d'avance. Transport. Les données sont de plus en plus utilisées par les réseaux de transport en commun, mais aussi par les services de transport à la demande. Le plus emblématique d'entre eux, c'est sans doute Uber. Si le service a ses détracteurs, et notamment les taxis qui l'accusent de concurrence déloyale, il a aussi de nombreux utilisateurs. Et tous ces utilisateurs, c'est énormément d'informations. Longueur et durée des trajets effectués, montant payé par les clients, temps d'attente entre une commande et l'arrivée du chauffeur au point de départ du client, trajets les plus effectués, part des trajets effectués de jour ou de nuit, vitesse commerciale en fonction des heures de la journée, évaluation de la demande en fonction des zones, notes et avis laissés par les utilisateurs, ou encore performance des chauffeurs. Toutes ces informations sont très utiles à Uber pour adapter son service en fonction des lieux, de l'heure et de la clientèle. Elles permettent de faire des estimations plus fiables des temps d'attente et des temps de trajet en fonction de l'heure de la journée et de la congestion automobile. Elles permettent d'évaluer la fiabilité des conducteurs et le niveau de satisfaction des clients pour pouvoir adapter le service, et elles permettent aussi de faire du surge pricing, autrement dit d'appliquer une tarification dynamique. Par exemple, si la demande est élevée dans une zone en ville, et si le système applique cette tarification dynamique, cela permet à Uber d'appliquer un coefficient de majoration sur le prix de la course. Si un client accepte un coefficient multiplicateur de 2 pour être servi avant, le prix de son trajet hors frais de réservation sera multiplié par 2 environ. Toutes ces informations permettent à Uber de rendre ses services plus performants, plus fiables et ainsi de fidéliser plus facilement ses clients en s'adaptant à la demande. Les données présentent ici donc un avantage très conséquent sur les taxis traditionnels, c'est certain. Avec l'augmentation de la population dans les grandes villes, les axes routiers se retrouvent souvent saturés aux heures de pointe. De plus en plus de municipalités s'intéressent donc à l'analyse du trafic routier pour réduire la congestion automobile. Cela leur permet par exemple d'adapter la vitesse autorisée sur les grands axes pour fluidifier le trafic, ou encore d'indiquer le nombre de places de stationnement en temps réel dans les parkings relais, ce qui permet de réduire l'encombrement automobile dans les centres-villes. Les transports en commun n'échappent évidemment pas non plus au big data. Comme la population augmente dans les grandes villes, la demande en transport en commun augmente aussi et les lignes structurantes se retrouvent souvent saturées aux heures de pointe du matin et du soir. Qui dit ligne saturée dit confort réduit pour les voyageurs et risque de retard plus fréquent. Sur une ligne de métro très fréquentée, il suffit qu'une seule rame soit en retard d'1 ou 2 minutes pour dérégler la ponctualité de l'ensemble de la ligne. Analyser les données d'un réseau, ça permet de trouver des pistes pour améliorer la régularité des lignes. Avec les statistiques du trafic et des validations, cela permet de faire des estimations de la fréquentation en fonction des périodes de la journée, de la semaine, du mois ou de l'année. Grâce à ces statistiques, les opérateurs de transport peuvent mobiliser plus de véhicules au bon endroit au bon moment, faire des plans de concertation avec les entreprises ou les lieux d'enseignement pour, par exemple, décaler légèrement les horaires pour éviter un pic de saturation le matin. Avec ces données, il est aussi possible de faire de l'information voyageur personnalisée, par exemple en envoyant automatiquement un SMS à un usager s'il y a un retard ou un incident technique sur la ligne qu'il prend le matin pour aller travailler. Et la contrepartie, c'est que les trajets des usagers deviennent de plus en plus facilement traçables dans les grandes villes. Les transports ferroviaires n'échappent pas non plus au big data. Par exemple, la SNCF a récemment fait appel à IBM pour améliorer la sécurité de ses trains et de son réseau. Grâce à des capteurs industriels spécialisés déployés sur les voies et à bord des trains, les informations collectées seront envoyées en temps réel vers la plateforme Watson IoT. Le big data s'impose partout dans les transports, et encore je n'ai pas parlé du cas des transports aériens. Les États. Comme on l'a vu précédemment, les données intéressent les entreprises, mais elles intéressent aussi les États, plus particulièrement dans le domaine du renseignement. Les services secrets du monde entier ont compris très tôt l'intérêt du big data en matière de renseignement militaire et de lutte contre le terrorisme. Mais si cela peut servir à identifier des individus potentiellement dangereux, cela peut aussi servir à fliquer un peu tout le monde. Et c'est ce qu'a fait l'agence de sécurité nationale américaine, la NSA, avec le programme PRISM. En 2015,
La France a suivi plus ou moins la même voie avec la loi renseignement, loi autorisant la collecte massive de données par les services de renseignement. La France a donc elle aussi cédé à la tentation de la surveillance massive et informatisée, mais cela n'est pas sans risque. On y reviendra ultérieurement dans une autre vidéo. Dans cette vidéo, vous avez eu un aperçu assez large des nombreux secteurs où le Big Data est présent. L'analyse des données permet d'améliorer un processus de production, de trouver plus rapidement des solutions à un problème, et cela est a priori bénéfique pour l'économie, la recherche scientifique et le secteur de la santé. Analyser les données des individus, cela permet aussi d'en savoir beaucoup plus sur eux, et de déterminer leurs goûts, leurs habitudes de consommation, voire même leurs tendances politiques. L'omniprésence des données et la marchandisation de celles-ci posent des interrogations. Dans une société de plus en plus connectée où avoir un smartphone et une connexion à Internet est devenu la norme, il est devenu impossible de ne pas émettre certains types d'informations, et il est presque impossible pour un particulier de contrôler leur utilisation. Faut-il donc réglementer pour réguler ces données? Si oui, dans quel secteur? Avec une utilisation de plus en plus courante des données dans le milieu médical, on peut s'inquiéter de l'implication de plus en plus importante d'entreprises privées dans la gestion de ces données. Mais dans le même temps, quand on voit qu'un supercalculateur et une IA peuvent détecter un problème de santé bien avant les médecins, cela peut éviter de graves soucis de santé, voire même sauver des vies dans certains cas. Vous pourriez aussi vous plaindre de l'utilisation des données sur Internet, par exemple sur les sites de divertissement ou sur les réseaux sociaux, mais elles sont souvent la contrepartie en échange de services qui paraissent être gratuits, mais qui ne le sont en fait pas totalement. Quand vous indiquez sur Facebook les lieux que vous fréquentez souvent, ou quand vous laissez la géolocalisation activée sur votre smartphone quand vous n'en avez pas besoin, vous émettez volontairement plus d'informations qu'il n'en faut pour pouvoir utiliser ces services. On peut aussi se poser des questions légitimes sur la sécurité des données, et particulièrement quand celles-ci sont des données bancaires ou médicales. Qui sait ce qui pourrait se passer si les données d'un hôpital ou d'un réseau social tombaient entre de mauvaises mains? On peut imaginer les conséquences désastreuses que cela pourrait avoir. La prévention, c'est toujours une des meilleures sécurités. Quand vous vous inscrivez sur un service en ligne, vous acceptez les conditions d'utilisation de ce service. S'il est presque impossible pour un particulier de contrôler l'utilisation qui est faite de ces données par les entreprises, il est en revanche possible de réduire le nombre de données émises, à condition d'être conscient de ces problématiques. C'est aux utilisateurs de se responsabiliser. C'est à eux d'être des acteurs et des citoyens conscients de l'importance de ces sujets. Nous arrivons à la fin de cette vidéo sur le Big Data. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a appris des choses. Pour suivre l'actualité du Factioscope, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à la suivre sur les réseaux sociaux.